tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, nous évoquons aujourd'hui les défis de la paix. Et pour les réguliers de l'émission, vous allez vous poser la question, autrefois encore, c'était la paix. Aujourd'hui, la paix, oui, la paix, parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Sans la paix, on ne peut pas se développer. La paix, oui, avec un autre invité, un professeur d'université qui a fait des recherches, qui a écrit sur la paix justement, et sur le pouvoir de la paix en quête du développement. Donc, le pouvoir qu'a la paix lorsqu'il faut parler développement. Et donc, nous l'avons approché pour qu'il nous explique, qu'il donne des idées, qu'il donne des orientations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la paix en République démocratique du Congo? Donc, c'est le professeur Sylvain Chikoji Mbumba qui a accepté notre invitation. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Gustave. Merci de votre présence sur notre plateau. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà. Le pouvoir de la paix en Afrique, en quête du développement, c'est votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord les titres, là, le pouvoir de la paix en Afrique, en quête du développement? Oui, ces titres émergent d'un constat qui me semble être un constat douloureux. J'observe que déjà en 2013, que l'Afrique souffre du développement. Mais cette souffrance a comme base, ou bien comme fondement, la crise de la paix. Parce que je me suis dit, en conséquence, que s'il n'y a pas de paix, il ne peut pas y avoir de développement. Nulle part au monde. Il faut d'abord poser la paix comme un préalable indispensable au développement. Et c'est ce qui a justifié en raison l'écriture de cet ouvrage. Et c'est en 2013 et aujourd'hui, la question de la paix se pose toujours et déjà en Afrique et particulièrement dans notre pays. C'est ainsi que j'ai accepté votre invitation pour que je vienne expliquer ce que j'avais fait comme recherches qui ont quand même un impact aujourd'hui. Voilà, vous avez fait des recherches déjà en 2013, et vous trouvez que la paix est menacée, surtout en Afrique. Hein? Et depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas de paix. Vous avez vu le Mali, vous avez vu le Burkina Faso, le Niger, la République démocratique du Congo, le Soudan, la République centrafricaine. Donc les pays africains, jusque-là, sont en quête de la paix. Mais vous avez écrit, oui. Et il n'y a pas de changement. Pourquoi? Bon, je suis chrétien quand même, et que j'ai toujours l'espoir qu'un jour la paix reviendra. La difficulté, c'est que chez nous en Afrique, on a plus fortifié la force que fortifié la paix et la justice. Les hommes forts, ce qu'on appelle des dictateurs en d'autres termes, ont toujours pensé que seule la force, seule l'imposition, seule la posture de la domination peut faire développer un pays. Ce qui est vraiment une chimère. Nous l'avons vu, et l'Afrique est en ébullition, est en guerre, est en conflit, un peu partout. On a vu ça depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui. L'Afrique est toujours... On ne peut pas jeter impliquer plus l'Europe ou l'Occident qui crée des troubles chez nous et des conflits, mais c'est nous-mêmes. C'est pourquoi je parle de la capacité de nos dirigeants à restituer la paix. On va revenir sur ce que je voulais dire, le contenu. Justement sur le base de ce que vous venez d'évoquer. Oui. Et moi, je voulais dire, et vous allez nous le dire, vous voulez qu'on écarte l'Europe, vous voulez qu'on écarte les États-Unis, non, vous voulez qu'on écarte les Occidentaux
comme tireur des ficelles dans ce qui arrive en Afrique. Oui, justement, puisque à chaque fois, c'est toujours la culpabilité des autres qui est mise en exergue ou bien en évidence. Mais ici, moi, je pense que le problème revient au niveau de nos dirigeants politiques. Si nos dirigeants comprennent qu'il ne faut pas fortifier la force, qu'il faut plutôt travailler pour que la paix advienne dans nos pays, cela va propulser vraiment l'élan du développement et de la transformation de nos pays. Comment pouvez refuser qu'on mette à côté les Occidentaux, pendant que si nous prenons les cas concrets, les cas du Rwanda, vous avez vu vous-même que ce n'est pas le Rwanda seul qui nous fait la guerre. Derrière le Rwanda, on a vu qu'il y avait les États-Unis, qu'il y avait la Grande-Bretagne, la France, le Canada, les Allemands. Tous ces pays se sont prononcés pour sanctionner les aides qu'ils donnaient au Rwanda. Ils ont coupé tout ça. Vous voyez, alors, lorsque vous nous demandez, ou bien vous demandez, non, nous pouvons mettre l'Europe de côté et voyons les dirigeants africains eux-mêmes. Vous pensez que les gens peuvent vous donner raison pour ça? Bon, je n'ai pas besoin que les gens me donnent raison, mais du moins, j'ai réfléchi. Je me suis dit, après les années d'indépendance, après les troubles de dictature qu'on a connus à un certain moment, après la révolution démocratique en 90, est-ce que nous n'avons pas eu des dirigeants matures qui sont capables de pouvoir se mettre devant leurs responsabilités politiques? Aujourd'hui, il est tout à fait clair que nos dirigeants ont mûri. Dans beaucoup de pays africains, il y a cet élément-là. La deuxième dimension, on devait y revenir, puisque le plus souvent, on met en avance le fait que c'est l'Occident, c'est l'Amérique qui vient. Mais si nos dirigeants politiques, comme Kagame, qui ne privilégie pas la paix, mais pour lui, il fortifie la force, c'est un va-t-en-guerre qui pour lui, seule la guerre, seuls les conflits peuvent lui permettre de prendre les biens qui ne lui appartiennent pas et de créer des troubles, de tuer et de tout ça, sanctionner. Mais un leader politique qui comprend que la paix est une nécessité indispensable pour le développement de son pays, je pense qu'il doit faire les démarches au niveau de l'interne, à l'intérieur, et des démarches au niveau de l'extérieur. C'est pratiquement l'exemple typique de notre président, le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a compris ça, que je ne vais pas faire la guerre. Mais il faut contourner la guerre autrement. Voilà qu'il l'a fait. Tous ces voyages qu'il a effectués, aujourd'hui, nous avons l'accord de paix qui a été signé à Washington. Et donc, si on privilégie plus la paix, on développe le pays. Et cette paix doit être comprise comme une donne, comme une nécessité indispensable par nos dirigeants politiques. À ce moment-là, les armes vont se taire et nous allons avancer. Voilà ce que je peux dire. Donc, vous ne voulez pas croire que derrière tout ce que vous avez appelé dictature, derrière la violence qui était entretenue autrefois, les Occidentaux... Ils y sont pour beaucoup. Hein. Je n'ai pas exclu ça. J'ai dit qu'il y a deux dimensions. La première dimension, c'est d'abord nous-mêmes. Si vous êtes donc, un père de famille... on ne s'affirme pas. Oui, on ne s'affirme pas. On ne prend pas conscience de ses responsabilités politiques. Si nos dirigeants politiques prennent conscience de leurs responsabilités politiques et qu'ils puissent fortifier la paix dans toutes nos contrées, dans toutes les nations africaines, je ne pense pas que l'Europe, l'Occident et les autres peuvent venir troubler cette paix. Mais parce que nous acceptons, nous avons beaucoup d'immaturité au niveau de certains dirigeants de notre continent. C'est ça la difficulté qui est là. Quand on compromet les intérêts de son peuple, les intérêts de son pays, on a peur de dire la vérité. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un principe du chef de l'État qui dit que dans sa coopération bilatérale, il dit gagnant-gagnant. Mais ce mode de coopération
n'était pas encore en vigueur ici. Et beaucoup de dirigeants politiques africains ne sont pas capables de dire ça à leurs partenaires occidentaux. De dire que je veux que vous gagnez, moi aussi je gagne. Mais il a persisté jusqu'au bout et cette difficulté a créé des problèmes. C'est ce qu'on peut dire la deuxième dimension où l'Occident et les autres tirent des ficelles puisqu'ils vivent sur le dos de ceux qui souffrent, de ceux qui meurent. Et ne veulent pas vivre dans la transparence, la bonne gouvernance. Non, ils ne veulent pas vivre la transparence. Alors aujourd'hui, ils sont à nu, ils sont sur le plateau, et là, ils reviennent avec des sanctions. Nous reviendrons sur la question de la RDC. Mais nous expliquons d'abord la thèse fondamentale dans ce livre, c'est la paix comme une condition indispensable du développement dans un pays, normalement. Quand un pays est en paix, les esprits s'ouvrent, le travail s'est fait, le développement s'est conclu, la transformation et des hommes et de la société sont nettes. Voilà, c'est ce que moi je pense, c'est la plus grande thèse que je soutiens dans ce livre. Pour le reste, bon, j'attends encore quelques questions. Alors, pourquoi la paix en RDC et en Afrique, je peux ajouter même en Afrique francophone, est toujours menacée? Bon, moi je pense Quand je parle d'Afrique francophone, j'ai cité le Mali, j'ai cité le Burkina Faso, j'ai cité le Niger, la République démocratique du Congo, le Tchad. Il y a toujours des conflits dans des pays africains francophones. Lorsque vous jetez un regard sur les pays africains anglophones, il y a un peu la calmie au Ghana. Il y avait beaucoup de violences au Nigeria, mais bon, ces derniers temps, il y a un peu une paix qui règne. Si vous allez en Afrique du Sud, donc au pays de l'Afrique du Sud, Namibie, Zimbabwe, on ne sent pas qu'il y a encore... Mais dans les pays francophones, pourquoi la paix? Tout à fait. Il y a un problème réel aussi, c'est un problème de ceux qui nous ont colonisés. Ils n'ont pas été capables de mourir à eux-mêmes. Vous voyez, quand vous mettez au monde un enfant, à un certain moment, cet enfant grandit, il devient un adulte. Et si le père ou la mère ne se retire pas, ne meurt pas à eux-mêmes, ils vont toujours créer des difficultés à cet enfant qui a grandi. Et c'est ce que nous avons connu. L'Afrique francophone a ces difficultés parce qu'il y a des acteurs politiques qui nous ont colonisés, mais qui pensent que nous sommes toujours des enfants et qui ne prennent pas distance. Il faut, je disais dans un autre ouvrage où je disais qu'il faut tuer le père. Pour le tuer, il faut prendre distance de lui. Et qui va tuer le père? Oui, c'est le complexe d'Oedipe. Vous savez, le complexe d'Oedipe dont parlaient Modimbe et les autres. Il faut tuer le père pour que l'enfant puisse vivre. Puisque si le père est toujours là, très, très grand, très puissant, et à ce moment-là, le fils ne peut pas émerger. Donc, il faut que l'Africain puisse tuer le père. Il tue le père, il prend distance, il devient autonome. C'est ce que nous disons, la responsabilité politique de chaque dirigeant politique africain, qu'il puisse penser qu'aujourd'hui, je me mets au service de mon peuple, qu'en déplaise au père, ben, je travaille pour cela. Et c'est ça la difficulté. Les guerres que nous avons, c'est les guerres d'envie. Les gens pensent que, l'Occident pense que nos richesses ne nous conviennent pas. Donc ça ne peut convenir à eux. Ce paradigme est déjà dépassé. Il faut que nos dirigeants puissent le dire haut et fort dans tous les forums où ils participent. Et quand vous le dites, vous êtes pointé du doigt, vous êtes candidat à la mort. C'est peut-être ça que les dirigeants africains évitent de le dire. Et puis, il y en a qui le font quand on sait comment on est parvenu au pouvoir. Oui, vous allez tout à dire fait. nos pères qui vous a mis au pouvoir. Qui vous a mis au pouvoir, ça la difficulté. Qui a la même mise sur vous, à qui vous avez fait des promesses. Ah oui, mais c'est ça la difficulté. Il faut qu'à un certain moment, qu'il y ait ce désir de démocratie qui, dans nos pays, puisse avoir de l'espace. La difficulté, c'est que quand le père vous met au pouvoir, il vous impose une ligne de conduite.
Mais quand vous venez au pouvoir par le peuple, il n'y a pas de ligne de conduite. Nous savons que de tous les temps, les Sankara et les autres, les Lumumba, ont été assassinés par l'Occident. Parce que l'Occident ne voulait pas marcher avec ceux qui sont nationalistes. Ça, nous le savons. Alors, aujourd'hui, les temps ont changé. Le monde s'est développé plus, les consciences se sont émancipées, et donc, il faudra que nos dirigeants prennent leurs responsabilités et tiennent tête devant ce flux de mauvaise foi qui viennent, par exemple, de l'Occident ou de l'Orient ou d'ailleurs. Alors, Tshisekedi qui a pris cet engagement de travailler avec tout le monde, main tendue, pour dire, voilà, venez, vous voulez nos minéraux, venez, gagnant, gagnant, vous gagnez, nous gagnons, le peuple gagne, mais vous voyez comment il est mis en difficulté. Bon, en tout cas, personnellement, je ne vois pas qu'il est en difficulté. On ne peut pas commencer une affaire comme celle-là sans... Et la guerre, oui. La guerre d'agression, comment vous la jugez? Ça va passer. Ça va passer. N'est-ce pas une difficulté je dois dire, M. Gustave, ouais. S'il faut y aller d'une façon logique, c'est pour dire que nous avons posé comme base la paix. C'est que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de chercher, c'est cette paix comme paradigme indispensable. Pour arriver à cette paix, il faut avoir une diplomatie agissante. Il ne voulait pas la paix par les bottes, la paix par les armes. C'est une paix par l'intelligence, par la conscience, par la vertu de la patience et la vertu du sens commun. C'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas ce que c'est la vertu de la paix, lui font la guerre, à l'interne comme à l'externe. C'est ce que nous savons. Alors, ce virement, lorsqu'il accepte d'aller négocier cette paix à travers un médiateur puissant, et à ce moment-là, il a obtenu. Nous avons l'accord de paix d'ici le 27. Je pense que les deux pays, les deux présidents seront là pour parapher l'accord de paix qui est l'accord historique pour notre pays et aussi pour toute l'Afrique. D'accord. On y reviendra en long et large sur l'accord. On va avoir vos points de vue comme internationalistes. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis nous allons vous brandir les critiques de certains scientifiques, de certains juristes, diplomates et consorts sur l'accord et vous aurez à vous expliquer. Alors, quels sont les facteurs endogènes et exogènes qui sont à la base des troubles, qui troublent la paix? Je ne sais pas si vous l'avez évoqué dans votre ouvrage, mais... Si, j'ai évoqué ça. C'est d'abord sur le plan de l'interne, donc à l'intérieur. Ouais. À l'intérieur, c'est toujours c'est les ambitions individuelles qui sont tout à fait normales, mais peut-être des ambitions mal assumées. Les ambitions mal assurées. Assumées. C'est-à-dire des ambitions qui n'ont pas des objectifs qui s'ouvrent pour la nation, pour le peuple, pour le bien de tous, bien que la politique est aussi la défense de ses intérêts personnels, mais il doit y avoir deux dimensions dans le choix de la politique. La dimension raisonnable et la dimension rationnelle. La dimension rationnelle, c'est quand on est responsable, on sait amener des projets qui vont dans le sens du bien. Et raisonnable, c'est quand on est dans la gestion du pouvoir et on prend des décisions en faveur de la communauté, en faveur du peuple de ce pays-là. Mais on constate souvent qu'il y a un conflit d'intérêts entre ses intérêts personnels et les intérêts du peuple. Et ce qui fait que celui qui sort la tête pour le bien est toujours cassé, est toujours en difficulté. Il faut revenir maintenant... Alors, lorsque vous avez parlé des ambitions, là, je n'ai pas vraiment les ambitions exprimées par
les citoyens, par des individus. par les dirigeants, les individus, mais il faut les classifier. Mais je suis en train de dire en RDC, par exemple, nous sommes 100 millions. Non, je ne parle pas de 100 millions. Voilà, tout le monde je parle de la classe politique, pour être précis. La classe politique est à la base de beaucoup de conflits. Parfois des intérêts mal assumés, comme je le dis, des perspectives mal assumées, mal comprises, et ce sont ces perspectives mal assumées qui ont un impact négatif sur le fonctionnement des institutions et sur les intérêts de la population. Et c'est ainsi que je plaçais ça à deux niveaux, le niveau rationnel et le niveau raisonnable. Le niveau rationnel, c'est quand on a un projet politique, on le tient, on le prend comme une visée pour le développement, pour le bien, pour le partage du bonheur au sein de la communauté politique. Vous voyez ça? Et historique. De l'autre côté, c'est la dimension raisonnable, où vous êtes au pouvoir et que vous devez prendre des décisions heureuses qui peuvent amener le bonheur et qu'on peut partager dans la communauté politique et historique. Voilà cette double articulation qui me semble être au fond de ces conflits-là. Alors, quand on a mal assumé son projet politique, quand on ne sait pas prendre une décision favorable pour le bien de la communauté politique et historique, à ce moment-là, il se pose des problèmes, des conflits. Ce sont ces conflits internes que nous avons. Nous prenons le cas de ce dialogue qui est là. Vous voyez qu'il y a des politiciens qui se sont écartés et qui se disaient qu'on est opposant, mais opposant à qui? Si opposant à celui qui est au pouvoir, mais vous n'êtes pas opposant au peuple. Donc il faut avoir des décisions. C'est là, le niveau rationnel, c'est à ce niveau-là. Donc, si on fait le dialogue, je ne sais pas si on va en parler, si on fait le dialogue, c'est juste pour qu'on revienne à petits pas dans le pouvoir. Donc ce sont des intérêts personnels qui sont en vue. Il faut qu'on organise ces dialogues par rapport aux intérêts nationaux, aux intérêts de la communauté politique. D'accord. Les dialogues, on y reviendra. Alors, facteurs, vous étiez en train d'évoquer de dire des facteurs. Alors, maintenant, le facteur externe. Endogène, c'est ce que j'ai expliqué là. Il y a beaucoup d'ambitions qui sont tout à fait normales. Il n'y a que des ambitions. Si ces ambitions sont mal il n'y a pas de frustration. Des frustrations viennent par qui? Lorsqu'on voit le mal vient de la classe politique. On voit que dans la gestion de la chose publique, il y a peut-être des normes qui ne sont pas respectées. Il y a, par exemple, les peuples qui ne mangent pas à sa faim. Il y a peut-être autant de choses. J'ai compris par parfaitement. Exemple, ce qui... telle province, nous ne nous sommes pas retrouvés dans le gouvernement. Nous ne sommes pas... On nous a pas... Il n'y a aucun leader de notre province. Et ça crée des frustrations. Et par frustration, il y a autre chose où on considère que les ambitions. Oui, je comprends. Il y a des ambitions d'une part, ça c'est au niveau de la classe politique. Il y a aussi la gestion des institutions. Si les institutions sont mal gérées par des hommes et des femmes qui sont appelés à gérer, il y a toujours des impacts tout à fait négatifs sur la population. De l'autre côté, notre population n'est pas encore arrivée au niveau de la nation, donc de la connaissance de la nation. De dire que nous sommes des nationalistes, c'est la nation tout entière qui est ensemble. Alors on pense en termes de tribus, on pense en termes de régions, on pense en termes d'ethnie, des choses comme ça, ce qui fait qu'il y a des frustrations qui arrivent. Mais si on prend des compétents, on les met au service dans les institutions. Monsieur Mosengo disait que les médiocres dégagent à un certain moment. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient là, la plupart c'était une province ou une ethnie ou ceci. Quand on est ça, on n'est pas sorti de cette mentalité rétrograde. Il est difficile et donc on est en train de subir toutes ces frustrations, toutes ces difficultés qui arrivent. Donc, quand vous êtes un leader politique maintenant, puisqu'il faut revenir à tous ces gens, quand vous êtes un leader politique, vous tenez un discours qui divise, la confusion que vous semez, a des impacts tout à fait négatifs sur la paix. Et c'est ce qui arrive le plus souvent dans notre pays. En dehors de ça, notre pays regorge de beaucoup de richesses qui sont enviées par les autres. Nous sommes à une période où le monde bouge et le Congo est toujours au cœur de cette question, de cette révolution technologique. Vous
connaissez ce qui est arrivé avec le caoutchouc. Aujourd'hui, nous parlons maintenant des terres rares, des matières précieuses qui sont indispensables, des minerais stratégiques. Et tout cela, le Congo est au cœur de ça. Alors, il y a la mauvaise foi de la part de nos partenaires traditionnels qui sont à l'Occident, qui, pour eux, il fallait faire la guerre par procuration pour pouvoir prendre gratuitement, et ils ne veulent pas. Eux qui nous ont appris l'éthique de la responsabilité, l'éthique de la gestion correcte, la justice, le respect des droits, et tout cela, ils ont oublié. Et ils ont pris le chemin du sang, ils ont pris le chemin de la guerre, ils ont pris le chemin des conflits pour qu'ils puissent tirer profit de ça. Aujourd'hui, ils sont tous dehors. C'est pourquoi ils n'ont pas beaucoup de voix pour pouvoir parler aujourd'hui. Alors, voilà. Dans votre ouvrage, vous avancez deux nécessités, deux grandes nécessités pour pouvoir ramener une paix durable. La première nécessité, vous dites, il faut la capacité des dirigeants africains à restituer à la paix, et non au peuple, non au pays, mais à la paix, tout son pouvoir d'action et de gestion continuée. Pour le développement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, cette première nécessité, c'est la thèse fondamentale même. Je l'ai expliqué déjà en d'autres termes en disant, si nos dirigeants politiques ne prennent pas conscience que la paix du peuple, la paix des humbles, ce n'est pas la paix de guerre, la paix des bottes, la paix de conflits ou avec des militaires, c'est la paix des humbles. Ouais. S'ils prennent conscience de cette paix-là, nos pays vont se développer. Et ça va donner l'action politique pour le développement de nos pays. Et cette capacité, nos peuples, nos dirigeants ont ça. Donc, ils peuvent vraiment... Expliquez-nous. Je suis en train d'expliquer. La capacité là. Oui, cette capacité... C'est là qu'est résidée ma question. Oui. Si la capacité des dirigeants... Oui, il faut qu'ils... de donner à la paix son pouvoir. Donc, le pouvoir de la paix oui. est le seul pouvoir qui peut transcender tous les conflits et donner la possibilité à la transformation qualitative de nos populations, de la société, de notre pays. Alors cette capacité revient à la responsabilité politique de nos dirigeants politiques. Si nos dirigeants politiques n'ont pas cette capacité de prendre en charge leurs responsabilités politiques, c'est une difficulté. Donc on ne peut pas arriver au développement. Et la paix, cette paix, doit être mise en relief par rapport à tout ce qu'il y a comme intérêt individuel. Voilà ce que je veux dire. Alors si je prends un exemple du président Tshisekedi. Par exemple. Il vient au pouvoir, il a fait le tour du monde. Et les gens l'ont taxé de toute manière. N'est-ce pas? Oui, franchement. Mais il était à la quête de la paix. Absolument. Cette capacité dont vous parlez. C'est justement ça. Il était à la quête de la paix. Il a compris que dans un premier temps, il faut la paix. Quand il a eu les tenants, les aboutissants, les détails, les secrets d'État, il a trouvé qu'il n'y a pas la paix et il s'est donné et il a cette capacité. Mais la paix ne vient toujours pas. Non, elle est là. Comment expliquez-vous ça? Non, ne soyez pas pessimiste comme vous le dites. Je pense que le travail, c'est l'exemple vraiment vivant. C'est le président Félix qui s'est battu, qui a compris qu'il faut restituer à la paix son pouvoir. Donc la paix aujourd'hui a ce pouvoir-là, mais nous sommes dans un processus vers cette paix qui va s'installer confortablement et dans durablement. Notre pays et durablement. Donc c'est ce pouvoir de la paix que le président Tshisekedi avait compris déjà en avance. Vous voyez? Et il s'est battu, il s'est promené partout dans le monde entier pour rechercher cette paix pour son peuple et pour son pays. Comment voulez-vous que nous puissions bénéficier de nos minéraux dans ces conditions de conflits et de guerres? C'est difficile, on ne peut pas profiter. Mais une fois que la paix s'installe dans notre pays, nous allons profiter. Et il a trouvé une idée géniale de faire le partenariat stratégique gagnant-gagnant avec l'Occident, avec l'Amérique, qui a accepté de signer un accord. Et cet accord sera signé bientôt, et ça sera une très bonne chose, puisque la paix va revenir avec les Américains qui sont décidés vraiment de donner la paix
de permettre à notre peuple de vivre en paix. Et je pense que de ce point de vue-là, le président Tshisekedi est un exemple réel de ce que vous avez écrit. De la capacité de cela. C'est ce que cette invitation à assumer ses responsabilités politiques aux Africains. Ouais. Mais il y en a qui sont sortis. C'est le président Tshisekedi qui est là, est un exemple tout à fait concret. Alors, la deuxième nécessité, vous parlez de la vraie politique de la paix. La vraie politique de la paix, du développement, fondée sur des valeurs politiques et éthiques. Voilà. Mais justement, j'ai tout dit dedans. La vraie politique. Il y a une fausse politique. Il y a la politique de la paix. Il y a la paix qui va vers le développement et le développement qui va vers la paix. Vous voyez cette dialectique-là? Et la meilleure politique, c'est de privilégier plus la paix en faisant du vrai développement. Prenons par exemple dans une contrée ou dans une province où il y a vraiment la paix, où il y a fondamentalement de la paix, le développement vient de lui-même. Vous voyez ça? Et de l'autre côté, s'il n'y a plus de développement aussi, ça amène la paix et la gestion. Mais tout cela doit se fonder sur des valeurs éthiques. Quelles sont les valeurs éthiques? Il faut le sens du bien commun, le partage, la loyauté au pays, la redevabilité et tant d'autres qui sont là. Les valeurs éthiques, les valeurs humaines, les valeurs sociales que vous connaissez, qui peuvent jouer. Quand un pays ne se transforme pas par les valeurs, c'est un pays qui meurt. Donc, transformation vient en lutte, en conflit contre les démons de la dérive. Qui sont ces démons de la dérive? Il y a le tribalisme, il y a la corruption, il y a l'impunité, il y a le détournement. Vous ne parlez pas de la trahison? Il y a la trahison, hein, j'y reviendrai, la trahison, la fabrique de la trahison politique. Ouais. Tout cela, ce sont les dérives les démons de la dérive dans un pays. Donc, il faut ici privilégier plus l'éthique, la transformation par les valeurs. Ce sont ces valeurs dont je parle. Et de l'autre côté, vous parlez de valeurs politiques. Les valeurs politiques, il s'agit de la démocratie, de la participation citoyenne. Par exemple, faire participer les citoyens au projet de développement, au projet de la construction du pays et avoir des comités citoyens qui participent, qui font les débats et créer des espaces politiques, des espaces publics où il y a des débats politiques. Comme par exemple, les médias se constituent l'espace politique ou l'espace public où on discute des choses. Donc il faut faire tout ça. Ça, c'est ce que j'appelle les valeurs politiques. Ah non. Les valeurs politiques, vous parlez de la démocratie. Mais il y en a qui réfutent, hein, qui pensent que pour notre pays, il faut encore une dose de la dictature positive au lieu de la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je suis désolé de dire que... Il y en a qui disent que je pense que la mauvaise... président Tshisekedi est trop bon parce qu'il laisse les gens s'exprimer, c'est la démocratie, mais entre-temps, on le trouble. Justement ils n'ont pas compris ce que c'est la démocratie. C'est une valeur, mais les gens disent non, pour les Congos, il faut encore une dictature positive. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, la dictature, c'est la pire chose qui puisse exister dans un pays. Positive? Non, elle est positive en quoi? Comme celle de Kadhafi, hein, que non, mais ça, c'est pas une dictature positive, c'est une dictature, Elle ne peut pas être positive ou négative. Et les dictatures, c'est une dictature qui détruit, et qui sublime des relations, qui sublime les libertés politiques individuelles et tout cela. Chez Kadhafi, vous n'allez pas... Mais vous êtes un internationaliste. Quand je parle de Kadhafi, par exemple, lorsqu'il était en vie, il gérait, les pays étaient à un niveau élevé. Mais tout simplement. Mais les libertés politiques individuelles. Et même la vie sociétale était... Mais qu'est-ce qui fait que lui, les dirigeants étaient... dictateur, c'est ainsi qu'on parle de la dictature positive. En tout cas, moi, je ne sais pas. Vous n'êtes pas d'accord avec sémantique, une dictature positive. La sémantique qu'on développe aujourd'hui en politique pour parler de la dictature positive. La dictature est une dictature. Puisque si jamais il y a l'évolution, le développement et tout ce qu'on fait, mais les libertés politiques individuelles, puisque la vie sociétale n'est pas que
manger, boire et vivre. Mais les libertés politiques individuelles n'étaient pas là en Libye. C'est ce qui a amené toutes ces révolutions. Mais c'est ce qui avait amené aussi le développement du pays. Lorsqu'on a amené la liberté d'expression, la liberté, la démocratie, on a voulu amener. Et aujourd'hui, la Libye s'est effondrée. Aujourd'hui, nous avions une dictature ici. De Mobutu qui était chez nous comme dictateur. Est-ce que nous sommes développés? Mais là, on parle d'une dictature négative, professeur. Ah, voilà. Voilà. La dictature, ici, on parlait de la dictature pour moi, ça c'est mon point de vue. Hein. Pour les bien-être cette sémantique est trompeuse pour moi. Dire que la dictature est positive, la dictature est ceci, je pense que c'est un problème d'éducation, un problème d'éthique qui se pose ici. Si on qualifie du président Tshisekedi qu'il est peut-être très démocrate et tout ça. Mais l'UDPS a milité, c'est ce que les gens oublient. L'UDPS a milité pour que les gens aient l'opinion libre et la possibilité d'exprimer leur liberté politique individuelle. Et l'UDPS est en train de faire le travail de fond. Vous voyez ça? Et c'est ce qu'on devrait apprécier, le chef de l'État. Il n'y a pas, vous voyez qu'il n'y a pas de vraie opposition. Tout le monde peut s'exprimer. Tout le monde peut l'insulter, peut l'attaquer, peut faire tout cela. Il peut passer sur les médias, s'exprimer, exprimer son opinion. Mais c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. On le voit aux États-Unis, où tout le monde peut parler à Trump, tout le monde peut critiquer, peut faire n'importe quoi, mais il y a développement. Il y a développement. C'est ça la vraie démocratie. La démocratie ne doit pas être une démocratie participative, où les gens participent à la démocratie avec peur, où il y a un parti politique, je le dis dans le livre, donc une monarchie participative, où les gens participent à cette monarchie, comme nous l'avons fait, nous l'avons vu depuis 18 ans. Donc, où il y avait un parti politique, les autres partis politiques tournent autour. C'est ce que j'appelle la monarchie participative. Et donc, cette monarchie-là, c'est ce que vous appelez la démocratie positive. Or, c'est pas ça. Non, la dictature positive. La dictature positive, c'est pas ça. Vous voyez, ici, c'est une participation d'une classe politique qui est là, qui participe, qui gagne des moyens, qui vit, mais en réalité, c'est une monarchie, c'est une dictature que vous appelez la dictature positive. D'accord. Donc, je crois que c'est compris. Alors, qui veut la paix prépare la guerre, n'est-ce pas? N'est-ce pas, professeur? Bon, moi, je suis un homme de paix. Qui veut la paix prépare la guerre. Il faut l'interpréter autrement. Mais c'est pourquoi j'ai dit, comme vous êtes spécialiste de la paix, n'est-ce pas? J'ai compris même quand vous répondez à mes questions, vous êtes comme le président Tshisekedi, vous privilégiez vraiment la voie diplomatique, la voie pacifique, et pas de violence, pas de guerre, pas d'armes. Mais cette expression qui veut la paix prépare la guerre, comment pouvez-vous expliquer? Bon, d'abord, il faut comprendre que l'expression doit être comprise dans un contexte précis, un contexte donné. Il n'y a pas à interpréter ça sans être dans un contexte concret. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'on dit qu'il faut préparer, celui qui veut la paix doit préparer la guerre. Préparer la guerre, c'est en amont. Avoir des institutions fortes, avoir une bonne armée, avoir toute une grande politique qui permet de sécuriser le peuple et la nation. C'est cela, c'est que moi j'ai compris. Mais ce n'est pas qui prépare, qui veut la paix, prépare la guerre, il va se mettre s'achète des armes, des munitions, prépare son armée. C'est une politique de la gestion d'une nation qui privilégie d'abord la sécurité de son peuple et de ses biens, et en même temps qui privilégie la sauvegarde de la souveraineté d'un pays. C'est dans ce sens-là que moi je comprends le sens de la préparation de cette paix, de cette guerre-là. Si les institutions sont fortes, si nous avons tout ce qu'il faut, une meilleure politique publique de la gestion donc, de cette paix, c'est ce que nous disons, la gestion de la paix, la politique de la gestion de la paix, c'est cela ce qui revient à tout moment. Donc, si on a cette politique, c'est ce qu'on appelle préparer, on veut la paix, il faut préparer la guerre. Et la guerre, c'est armes, la guerre n'amène pas la paix. La guerre n'amène pas la paix. On arrive toujours à négocier. La guerre n'amène pas la paix. Ce qui amène la paix, c'est la négociation. C'est ce qui est arrivé avec notre pays.
C'est ce qui est arrivé avec l'Allemagne et la France et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, j'ai entendu Trump qui dit qu'il faut que la Russie puisse accepter d'aller en négociation avec l'Ukraine. Vous voyez ça? Donc ce n'est pas la guerre, c'est pas la guerre, ce ne sont pas les armes qui font la paix. Donc c'est la négociation. La négociation signifie pour moi le dialogue. Et cet dialogue qui est pour moi un événement humain où on arrive à quelque chose qu'on appelle la paix. Voilà ce que moi je peux dire. Alors, à ce niveau-là. pour la paix durable en République démocratique du Congo, que faire? La guerre à tout prix ou le dialogue? Je venais d'animer une émission de débat. Il y a quelques intervenants qui disaient, parce qu'on a signé l'accord, on est en discussion à Doha, mais sur le terrain, il y a des gens qui meurent. Les ennemis, les agresseurs sont en train de prendre encore des villages, de tuer. Autant se battre. Pour eux, bien qu'il y ait des accords, il faut se battre à tout prix. Mais vous vous dites qu'il faut privilégier la voie de la paix. Comment, et vous, selon vous, que faire? Se battre ou dialoguer? Dialoguer avec qui? Puisque s'il faut dialoguer, nous avons déjà trouvé un accord. Il y a eu dialogue à ce niveau-là, avec le Rwanda. Nous sommes arrivés à l'accord de paix. On n'a qu'à signer. Les témoins sont là. L'Amérique est témoin. Donc, il y a des mécanismes d'applicabilité de cet accord-là. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas à discuter. De l'autre côté, quand on dit qu'il faut discuter et en même temps, il faut s'organiser. Le président Tshisekedi, ayant compris que notre armée est minée de l'intérieur par les trahisons. Vous avez parlé de la trahison. J'ai publié un ouvrage dernièrement sur la trahison que vous avez commenté. Il a privilégié une autre voie, qui est la voie de la diplomatie. Cette voie a débouché sur l'accord, la signature de l'accord de paix. Accord de Washington. De Washington, qu'on appelle l'accord de Washington. De l'autre côté, nous devons prendre le temps de nous organiser. Il faut que notre armée devienne une armée professionnelle et qui se base aussi sur des valeurs de loyauté, les valeurs du sens profond de l'amour de la patrie. Vous voyez? Et là, c'est cette préparation qui me semble être très très bonne et je pense que le président est conscient de cela. Il est en train de se battre pour préparer ça. Parce qu'on ne va pas aller en guerre quand on n'est pas capable de gagner cette guerre. Vous voyez? C'est ce qu'il avait compris. Et je le comprends aussi parfaitement. Et donc, je vous dis que sur ce plan, les amis qui disent qu'il faut en même temps se battre, ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais se battre avec qui et comment. Donc, nous allons nous organiser d'abord, avoir l'arsenal qu'il convient, avoir des hommes d'élite qui peuvent diriger notre armée. Vous voyez, des tergiversations qui sont au sein de l'armée, c'est très difficile. Je n'entre pas en détail parce que ça, c'est un autre domaine. Mais ici, il ne faut pas aller en guerre, mais il faut privilégier plus la voie de la diplomatie, la voie de la paix, et qui nous amène à résoudre tous ces problèmes. Alors, vous soutenez l'accord de Washington, absolument. Vous saluez d'ailleurs cet accord. Absolument. Mais même les Congolais pensaient beaucoup plus qu'une fois l'accord signé, on va entrer dans l'ère de la paix. Mais bon, là, ça tarde. Et puis, vous suivez qu'après Washington, il y a Doha. Et à Doha, les agresseurs rwandais réclament la gestion du Grand Kivu pendant 8 ans. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a deux éléments que vous avez évoqués là. D'un côté, la critique que beaucoup font sur l'accord. Vous savez, Madame la ministre d'État, Maman Thérèse Kayikwamba, a dit clairement que cet accord est un processus. Ce n'est pas du tout au tac. Il faut quand même des mécanismes qui sont là, qui accompagnent cet accord, qui seront mis en œuvre pour que cet accord puisse s'appliquer réellement. Et donc, c'est un processus. Donc, il faut que les gens s'apaisent. C'est un processus, mais oui.
que ce soit dans la résolution 2713, que ce soit dans d'autres accords de principe et consorts, on avait appelé les deux parties à l'arrêt des hostilités. Mais ce qui est beaucoup plus important. Cessation des hostilités. Oui, mais on va y arriver. On va y arriver. Ça ne cesse pas. Non, ça va cesser. Ça va cesser. Ça, ce sont ils montent des enchères pour rien. Et je pense que cet accord, l'Amérique, il faut voir comment l'Amérique réfléchit aussi. Hein. Le président Trump réfléchit parfois, quand il a déjà pris une ligne de conduite, il va arriver jusqu'au bout. Et je pense que ça, c'est des choses qui vont passer. Mais le processus est là, il va aboutir sur cette période, sur le retrait, donc le désengagement des troupes rwandaises qui sont chez nous. Nous ne les avons pas invités, ils doivent rentrer chez eux et ça va arriver bientôt. Donc, deuxièmement, il faut se dire que cet accord est historique. C'est une très bonne chose. Il faut saluer cet accord, l'encourager. Il faut que nous, toute la classe, soutenir, toute la classe politique devrait être derrière cet accord, faire une pédagogie pour que notre population, notre peuple puisse comprendre la nécessité de cet accord. De l'autre côté, le dialogue. Mais le dialogue avec qui? Puisque le dialogue avec le Rwanda a déjà eu lieu et ça a débouché sur un accord. Si vous parlez de dialogue interne, ce dialogue n'est pas nécessaire, pour autant qu'il n'y a pas de crise politique interne. Vous n'êtes pas d'accord avec les dialogues? Non, je ne suis pas d'accord. Et le dialogue, ça, c'est le dialogue. C'est ce qui réclame ça. Et le dialogue des DIP. Laissez-moi vous donner la réponse, s'il vous plaît. Ouais. Le dialogue des DIP, c'est ce qu'ils veulent. Je sais que le dialogue, c'est un événement. Des DIP. Oui, c'est le dialogue qui est organisé par la CENCO, SCC. Ouais. Mais regardez ce que le président de la CENCO a fait. Il est allé fêter avec les rebelles qui tuent notre population. Et ce sont ces gens-là qui se disent, qui se mettent en avance pour pouvoir réclamer ce dialogue. Ils le réclament pour le quoi? Pour quel but? Puisqu'ils n'ont jamais condamné le Rwanda, qui nous agresse, qui a tué, qui a violé, qui a massacré, qui a volé nos richesses. Pourquoi ils ne condamnent pas? Pourquoi ils ne demandent pas? Nous n'avons pas de problème. Nous avons 450 tribus ici. Nous ne sommes jamais fait la guerre. Il y a des opposants qui sont d'accord avec les... Mais quel opposant? Quel opposant? Il y a Fayoulou, il y a Mouzito, il y a Kabunda, il y a Nanga, il y a Kabila. Tous ces gens sollicitent le dialogue. Non, mais c'est un faux dialogue. Ils veulent revenir au pouvoir. Mais le dialogue, c'est au nom du peuple ou à leur nom propre. C'est le dialogue pour eux-mêmes, pour leurs intérêts. Ce n'est pas le dialogue pour le pays. Pour qu'il y ait la paix. Non, la paix est déjà là. Vous êtes défenseur de la paix. Oui, mais la paix, ce n'est pas ce dialogue. Tous ces gens pensent qu'il faut qu'il y ait dialogue. Ce n'est pas ce dialogue. Combien de dialogues avons-nous eu dans ce pays? Et qui va gérer ce dialogue? Ce sont ceux qui sont dans le camp de l'opposition. Vous avez suivi ce que le cardinal Ambongo venait de faire comme point de presse. Il a dit, il est contre l'accord. Mais ce sont eux qui réclament le dialogue. Vous voyez ça? Donc, ils seront là, juges et partis, dans ce dialogue. Et nous ne sommes pas dupes. Ce ne sont pas des bons médiateurs. Non, ce ne sont pas des dialogues. Moi, je donne des cours de négociation, des dialogues et tout ça chez les étudiants. Mais quand quelqu'un a déjà pris une position contre vous, et il vous appelle maintenant au dialogue, aux négociations, vous croyez qu'il va vous soutenir ou il va soutenir celui qu'il a appelé, avec qui il a déjà parlé positivement et pour qui il soutient tel ou tel. Et à la place du dialogue, vous soutenez quoi? Vous pensez qu'on fasse quoi? Qu'on puisse espérer seulement l'aboutissement, l'application de l'accord, ou bien il y a d'autres mécanismes que vous pouvez proposer? Il y aura d'autres mécanismes après. Mais pour le moment, nous devons tous nous focaliser sur l'accord pour qu'on arrive à arracher cette paix, que notre population qui est à l'est du pays puisse se stabiliser et que ceux qui sont tués puissent être honorés valablement et qu'après, nous allons voir à quel moment nous pouvons organiser, par exemple, des rencontres politiques entre les politiciens, dans la classe politique, qu'est-ce qu'il faut et comment il faut peut-être ressuer l'ordre. Et même dans l'accord, on dit qu'il faut peut-être tendre la main à ceux qui ont... de façon conditionnelle. On ne va pas intégrer les gens qui ont tué, qui ont fait n'importe quel désordre, et on les intègre dans la gestion de la chose publique. Professeur Sylvain Tchikoji, on a fini. Vous avez des dernières précisions. Que faire concrètement pour une paix durable? On a fini.
Oui, pour une meilleure paix, un mot. je crois qu'il n'y a pas de développement possible sans la paix. Le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshilombo, a bien compris ce paradigme. Le paradigme aujourd'hui, c'est d'abord la paix pour notre peuple, pour sauvegarder notre souveraineté et notre intégrité territoriale, et pour donner la possibilité à nos populations de vivre leur bonheur que Dieu avait prévu pour eux dans le sous-sol, dans notre sol, et que nos populations puissent se jouir de ça. Voilà ce que je peux dire. J'encourage le chef de l'État, j'encourage le gouvernement dans cette marche. Et j'invite les politiciens qui sont sérieux, et j'invite les journalistes de faire cette pédagogie pour que notre population comprenne le sens même, la nécessité de cet accord qui va nous amener vers la paix et la paix durable, la paix espérée, tant espérée par la population. Merci beaucoup, professeur Sylvain. C'est la fin de cette émission d'aujourd'hui. Merci à vous qui l'avez suivi. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.